Toute leur vie, ils ont couru vers le sommet. Ils ont bâti des entreprises, signé des contrats, dirigé des milliers de personnes et accumulé des fortunes. Puis un jour, allongés face à leur dernière frontière, ils ont compris quelque chose d'étrange. Le succès n'efface pas les regrets. Certains regrets deviennent même plus lourds que tous les trophées du monde. Pourquoi tant de dirigeants, d'entrepreneurs et de bâtisseurs découvrent-ils les mêmes vérités seulement à la fin de leur parcours? Pourquoi ceux qui ont obtenu tout ce que le monde admire réalisent-ils souvent qu'ils ont négligé ce qui donnait un sens profond à leur existence? Ce livre explore les leçons silencieuses laissées par des hommes et des femmes qui ont consacré leur vie à construire des empires, non pour condamner l'ambition, mais pour comprendre comment réussir sans sacrifier l'essentiel. Car certaines richesses arrivent trop tard et certaines vérités n'attendent pas la retraite pour mériter d'être entendues. Le premier regret, j'ai sacrifié ma vie pour gagner ma vie. Personne ne prononce cette phrase au début de sa carrière. Au contraire, tout commence souvent avec une promesse noble: offrir une vie meilleure à sa famille, sortir de la pauvreté, construire quelque chose de grand, laisser une trace. Les premières années sont remplies d'énergie, d'espoir et de sacrifices qui semblent temporaires. Une soirée manquée n'est qu'une soirée. Un week-end annulé n'est qu'un week-end. Des vacances reportées ne sont qu'un détail. Chaque renoncement paraît raisonnable lorsqu'il est présenté comme un investissement pour l'avenir. Puis, les années passent. Le travail cesse progressivement d'être une activité, il devient une identité. La question « Que fais-tu dans la vie ?» finit par remplacer silencieusement « Qui es-tu vraiment ?» L'être humain commence alors à mesurer sa valeur à travers ses résultats, ses revenus, ses réussites et la taille de ce qu'il construit. Son calendrier devient plus important que ses émotions. Ses objectifs deviennent plus réels que ses besoins profonds. Une étrange transformation s'opère. L'homme qui voulait simplement réussir commence à vivre exclusivement pour produire. Son esprit ne quitte jamais réellement son entreprise. Même lorsqu'il rentre chez lui, une partie de lui reste au bureau. Son corps est présent à table, mais son attention demeure prisonnière des chiffres, des problèmes à résoudre et des opportunités à saisir. Il croit encore travailler pour sa vie sans remarquer que sa vie commence à travailler pour son travail. Les années les plus précieuses s'écoulent souvent dans cette illusion. Les enfants grandissent pendant qu'ils préparent la prochaine réunion. Les amitiés s'effacent pendant qu'il poursuit le prochain contrat. Les saisons changent sans qu'il les remarque vraiment. Chaque réussite apporte une satisfaction brève suivie d'un nouveau sommet à atteindre. Le repos devient un luxe, la présence devient rare, le silence devient inconfortable. Puis arrive un moment particulier que de nombreux dirigeants décrivent presque de la même manière. Un matin, ils regardent leur reflet et découvrent un étranger. L'entreprise a grandi. Les revenus ont augmenté. Les objectifs ont été atteints. Pourtant, quelque chose semble manquer. Une sensation difficile à nommer apparaît, comme si une partie de leur existence avait été échangée contre leur réussite. Le paradoxe est cruel. Ils ont passé leur vie à gagner leur vie. Cette phrase paraît absurde jusqu'à ce qu'on la regarde de près. Gagner sa vie devrait signifier vivre davantage. Pourtant, beaucoup finissent par utiliser leur vie entière comme monnaie d'échange. Ils donnent leurs années contre des résultats. Ils vendent leur temps contre de l'argent. Ils sacrifient leur présence pour un futur qui recule constamment à mesure qu'ils avancent. Sur leur lit de mort, peu regrettent de ne pas avoir répondu à davantage d'emails.
Peu regrettent de ne pas avoir assisté à une réunion supplémentaire. Peu regrettent de ne pas avoir passé plus de nuits au bureau. En revanche, beaucoup se souviennent soudainement d'un rire oublié, d'une promenade reportée, d'une conversation jamais eue ou d'un moment simple qu'ils pensaient pouvoir retrouver plus tard. Le plus troublant était que ce regret n'est pas lié au travail lui-même. Créer, bâtir et entreprendre peuvent être des actes magnifiques. Le véritable danger apparaît lorsque l'activité professionnelle dévore progressivement toutes les autres dimensions de l'existence. Lorsque la réussite extérieure grandit au détriment du monde intérieur. Lorsque l'on construit un empire tout en laissant son propre jardin spirituel devenir désert. La vie possède une étrange sagesse. Elle ne mesure pas seulement ce que nous avons accumulé. Elle mesure aussi ce que nous avons ressenti, partagé, contemplé et aimé. Certaines richesses ne figurent sur aucun relevé bancaire. Certaines victoires ne produisent aucun trophée. Certains moments valent davantage que des années de croissance financière. Beaucoup de dirigeants découvrent cette vérité très tard. Ils comprennent que l'existence n'était pas censée être une course permanente vers le prochain objectif. Elle était aussi une expérience à habiter pleinement, une présence à offrir, une aventure à ressentir. Le premier regret naît précisément à cet endroit, lorsque l'on réalise que l'on a consacré tant d'efforts à construire sa carrière que l'on a oublié de construire sa vie. Et face à la dernière frontière, cette prise de conscience devient parfois plus lourde que toutes les réussites accumulées pendant des décennies. Le deuxième regret. Ma famille m'attendait pendant que je poursuivais l'horizon. Aucun contrat ne prévient qu'il coûtera des anniversaires. Aucun tableau financier n'affiche le prix d'une absence. Aucun bilan comptable ne mentionne les soirées que personne ne pourra revivre. Pourtant, parmi tous les regrets confiés par les dirigeants à la fin de leur existence, celui-ci revient avec une force particulière. Ma famille m'attendait pendant que je poursuivais l'horizon. Tout commence innocemment. Une réunion importante remplace un dîner. Un déplacement professionnel repousse une sortie promise. Un appel urgent interrompt un week-end. Chaque choix paraît justifié. Chaque absence semble temporaire. On se dit que les proches comprendront. On se dit que l'on compense plus tard. On se dit surtout que tout cela est fait pour eux. Alors les années avancent discrètement. Les enfants grandissent à la vitesse du silence. Un jour, ils demandent de jouer. Puis ils demandent de parler. Puis ils cessent progressivement de demander. Non par colère, mais parce qu'ils apprennent à grandir sans attendre. L'enfance possède une particularité étrange. Elle ne fait jamais demi-tour. Lorsqu'un moment disparaît, il disparaît pour toujours. Aucun succès futur ne peut acheter le retour d'un anniversaire oublié ou d'une présence manquée. Le dirigeant continue souvent sa course sans voir ce qui se transforme derrière lui. Son regard demeure fixé sur une ligne d'horizon qui recule sans cesse. Chaque objectif atteint en fait naître un nouveau. Chaque victoire ouvre une autre bataille. Pendant ce temps, la vie réelle se déroule ailleurs. Elle se cache dans les détails que personne ne photographie. Une conversation autour d'une table, un éclat de rire partagé, une promenade sans raison particulière, une main qui cherche simplement une autre main. Le plus troublant est que la famille ne réclame généralement pas la perfection. Elle réclame la présence. Une présence imparfaite mais sincère. Les êtres humains ne se souviennent pas seulement de ce qu'on leur a donné. Ils se souviennent surtout de la manière dont ils se sont sentis lorsqu'ils étaient avec nous. Un enfant oublie souvent le prix d'un cadeau. Il n'oublie presque jamais l'impression d'avoir été vu ou ignoré. À mesure que les années passent, une distance invisible peut apparaître. Non une distance physique, une distance plus profonde. Celle qui naît lorsque deux mondes cessent lentement de se rencontrer. Le dirigeant croit parfois que sa famille sait ce qu'il ressent.
Mais les sentiments qui ne sont jamais exprimés finissent par devenir silencieux. Les liens qui ne sont jamais nourris commencent à s'affaiblir. Même l'amour a besoin de temps pour respirer. Face à la dernière étape de leur vie, beaucoup découvrent alors une vérité douloureuse. Les contrats signés demeurent dans des archives. Les entreprises changent de propriétaire. Les chiffres disparaissent dans les cycles de l'économie. Mais les souvenirs familiaux possèdent une autre nature. Ils deviennent le véritable patrimoine de l'âme. Ce sont eux qui remontent à la surface lorsque tout le reste perd son importance. Certains se rappellent soudainement un regard déçu qu'ils n'avaient pas remarqué, une promesse reportée, un voyage toujours remis à plus tard, une conversation qui aurait pu changer une relation entière. Ces souvenirs reviennent non parce qu'ils sont spectaculaires, mais parce qu'ils représentent des occasions qui ne reviendront jamais. Une étrange illusion accompagne souvent l'ambition. Elle murmure qu'il reste encore du temps pour appeler, du temps pour écouter, du temps pour être présent. Pourtant, le temps ne s'accumule pas, il s'écoule. Chaque jour emporte avec lui des possibilités uniques. Certaines portes se ferment sans bruit. On ne remarque leur disparition que bien plus tard. La famille est parfois semblable à un jardin discret. Elle ne demande pas constamment de l'attention, mais elle révèle avec précision ce qui a été nourri et ce qui a été négligé. Les liens profonds ne meurent pas brusquement. Ils s'éloignent lentement lorsque la présence devient rare. Ce deuxième regret naît lorsque l'on comprend que les personnes les plus importantes de notre existence ne demandaient pas davantage de réussite. Elles demandaient davantage de nous, non nos performances, non nos résultats, non nos trophées. Elles voulaient notre temps, notre écoute, notre regard et notre présence. Et lorsque les horizons poursuivis pendant toute une vie finissent par disparaître dans la brume du passé, beaucoup découvrent que les moments les plus précieux n'étaient pas situés devant eux. Ils les attendaient tranquillement à la maison. Le troisième regret. J'ai traité mon corps comme une machine. Aucune entreprise ne peut fonctionner longtemps sans entretien. Aucun moteur ne peut tourner indéfiniment sans usure. Pourtant, d'innombrables dirigeants passent une grande partie de leur existence à exiger de leur propre corps ce qu'ils n'oseraient jamais demander à une machine. Ils ignorent les signaux, repoussent les limites, sacrifient le repos et considèrent la fatigue comme un obstacle à vaincre plutôt qu'un message à écouter. Pendant des années, cette stratégie semble fonctionner. Le corps obéit, il continue d'avancer, il supporte les nuits courtes, les repas avalés à la hâte, le stress constant et les charges invisibles accumulées jour après jour. Le succès possède parfois une face cachée que les photographies ne montrent jamais. Derrière certains sourires se trouvent des insomnies. Derrière certaines réussites se cachent des tensions permanentes. Derrière certains empires prospères vivent des êtres épuisés qui ont oublié la sensation d'une véritable paix intérieure. L'énergie devient alors une ressource que l'on dépense sans jamais la renouveler complètement. Beaucoup de dirigeants apprennent très tôt à ignorer leurs besoins physiques. La douleur devient normale. L'épuisement devient habituel. Le stress devient un compagnon permanent. Ce qui aurait dû apparaître comme un signal d'alarme finit par ressembler à un mode de vie. Une étrange fierté peut même naître de cette situation. Certains en viennent à considérer leur surcharge comme une preuve de leur importance. Plus ils sont débordés, plus ils se sentent indispensables. Mais le corps possède une mémoire silencieuse. Chaque nuit écourtée laisse une trace. Chaque période de tension prolongée marque les profondeurs invisibles de l'organisme. Chaque émotion retenue trouve quelque part un refuge. Le problème n'est pas que ces dettes apparaissent immédiatement. Le problème est qu'elles s'accumulent discrètement pendant des années avant de présenter leurs factures. Un jour, quelque chose change.
La fatigue ne disparaît plus après un week-end. Le sommeil ne répare plus comme avant. Le corps commence à réclamer ce qu'on lui refuse depuis trop longtemps. Beaucoup décrivent alors une sensation étrange, celle de découvrir soudainement qu'ils habitent un être vivant et non un simple outil de production. Une vérité que l'ambition avait progressivement reléguée à l'arrière-plan. Face à leur dernière période de vie, certains dirigeants regardent leur parcours avec lucidité. Ils réalisent qu'ils ont protégé leurs entreprises avec plus d'attention qu'ils n'ont protégé leur propre santé. Ils ont surveillé leurs comptes, leurs investissements et leurs stratégies, mais ont ignoré l'épuisement qui grandissait lentement sous leur succès. Le paradoxe est saisissant. Beaucoup ont travaillé pour obtenir un futur meilleur tout en détruisant progressivement l'instrument même qui devait leur permettre d'en profiter. Ils ont gagné du confort matériel en perdant parfois leur vitalité. Ils ont accumulé des ressources qu'ils n'avaient plus l'énergie de savourer pleinement. Une dimension plus profonde apparaît également derrière ce regret. Le corps n'est pas seulement un assemblage de muscles et d'organes. Il est le lieu où toute l'expérience humaine devient possible. Chaque rire, chaque émotion, chaque rencontre et chaque souvenir passe par lui. Le négliger revient souvent à négliger la possibilité même de vivre pleinement ce que l'on construit. Certaines personnes découvrent trop tard que leur existence ressemblait à une course dont la ligne d'arrivée reculait sans cesse. Chaque objectif atteint donnait naissance à un autre. Chaque victoire ouvrait une nouvelle ambition. Pendant ce temps, le corps continuait de porter le poids de cette poursuite interminable, sans plainte spectaculaire, sans révolte immédiate, jusqu'au moment où il ne pouvait plus avancer au même rythme. Les derniers instants possèdent une étrange clarté. Beaucoup comprennent alors que la santé n'était pas un obstacle à leur réussite. Elle en était la fondation invisible. Tout ce qu'ils cherchaient à construire reposait sur elle. Sans énergie, même les plus grandes fortunes perdent une partie de leur valeur. Sans présence physique, même les plus beaux projets deviennent difficiles à habiter. Ce troisième regret naît lorsque l'on réalise que le corps n'était jamais une machine destinée à être exploitée jusqu'à l'usure. Il était un compagnon de voyage, un allié discret, un temple silencieux qui a porté chaque rêve, chaque effort et chaque ambition. Et lorsque ce compagnon fatigué approche de la fin du chemin, beaucoup regardent en arrière avec une même pensée. J'ai pris soin de tout, sauf de l'endroit où ma vie se déroulait réellement. Le quatrième regret. J'ai confondu richesse et liberté. Peu de rêves exercent un pouvoir aussi puissant que celui de la liberté. Très tôt, beaucoup de dirigeants se promettent qu'ils travailleront dur pendant quelques années afin d'atteindre un jour une indépendance totale. Ils imaginent un futur où l'argent ne sera plus une préoccupation, où les contraintes disparaîtront et où ils pourront enfin vivre selon leurs propres choix. Cette vision devient souvent le moteur secret de leur ambition. Ils ne poursuivent pas seulement la richesse. Ils poursuivent ce qu'ils croient être la liberté. Les premières réussites renforcent cette conviction. Les revenus augmentent. Les biens s'accumulent. Les possibilités se multiplient. À mesure que les chiffres grandissent, l'horizon de la liberté semble se rapprocher. Pourtant, quelque chose d'étrange se produit souvent en chemin. Plus les ressources augmentent, plus les responsabilités se développent. Plus les possessions se multiplient, plus elles réclament d'attention. Plus l'entreprise grandit, plus elle exige de présence. Beaucoup découvrent alors un paradoxe silencieux. Ils sont devenus propriétaires de nombreuses choses, mais leur temps continue de leur échapper. Leur agenda appartient aux réunions. Leur téléphone appartient aux urgences. Leur esprit appartient aux décisions à prendre. Leur énergie appartient aux problèmes qui attendent une solution. Extérieurement, ils semblent libres. Intérieurement, ils demeurent prisonniers d'engagements qu'ils ont eux-mêmes construits.
La richesse offre un pouvoir réel. Elle peut ouvrir des portes, réduire certaines inquiétudes et créer des opportunités précieuses. Mais elle ne possède pas le pouvoir de ralentir le temps. Elle ne peut pas acheter une journée supplémentaire. Elle ne peut pas prolonger une conversation importante. Elle ne peut pas récupérer une année disparue. Pourtant, beaucoup passent une grande partie de leur existence à accumuler de l'argent comme si celui-ci allait un jour leur rendre ce qu'ils ont sacrifié pour l'obtenir. Face à la fin de leur parcours, certains dirigeants racontent une expérience troublante. Ils réalisent qu'ils ont passé des décennies à vouloir posséder suffisamment pour être libres, sans remarquer que la véritable liberté diminuait progressivement autour d'eux. Chaque nouvelle réussite créait une nouvelle obligation. Chaque nouveau sommet apportait une nouvelle pression. Le confort matériel augmentait, mais la simplicité disparaissait. Une question finit alors par émerger. Que signifie réellement être libre ? Pour beaucoup, la réponse change radicalement avec les années. Jeune, la liberté semblait être la capacité d'acheter ce que l'on désire. Plus tard, elle devient la capacité de choisir comment utiliser son temps. Puis arrive un moment où elle prend un sens encore plus profond. Être libre, c'est pouvoir être pleinement présent à sa propre existence. Certains milliardaires découvrent cette vérité avec étonnement. Ils possèdent des maisons qu'ils n'ont presque jamais habitées, des objets qu'ils n'utilisent pas, des ressources qu'ils n'auront jamais le temps d'épuiser. Pourtant, ce qu'ils désirent le plus ne figure sur aucun relevé bancaire. Ils souhaitent davantage de moments simples, davantage de présence, davantage de temps partagé avec ceux qu'ils aiment. Le temps possède une nature mystérieuse. Lorsqu'on est jeune, il paraît infini. Lorsqu'on vieillit, il révèle sa véritable valeur. Chaque année écoulée devient alors plus précieuse que certains actifs financiers accumulés pendant des décennies. Beaucoup comprennent finalement que l'argent est une ressource renouvelable tandis que le temps ne l'est pas. Une fortune perdue peut parfois être reconstruite. Une journée perdue disparaît pour toujours. Ce regret ne condamne pas la richesse. Il révèle simplement une confusion fréquente. L'argent est un outil. La liberté est un état intérieur. L'un peut parfois aider l'autre, mais ils ne sont pas identiques. Lorsque cette distinction est oubliée, l'être humain risque de consacrer toute son existence à poursuivre un symbole en croyant poursuivre l'essentiel. À la fin du voyage, nombreux sont ceux qui regardent leurs accomplissements avec gratitude, mais aussi avec lucidité. Ils comprennent que la véritable richesse n'était pas seulement ce qu'ils possédaient, elle résidait dans les instants qu'ils pouvaient réellement vivre, dans les personnes qu'ils pouvaient réellement aimer, dans les journées qu'ils pouvaient réellement habiter. Et c'est ainsi que naît ce quatrième regret. Découvrir après une vie entière de conquête que l'on possédait presque tout, sauf la seule chose qui ne pouvait jamais être achetée, son propre temps. Le cinquième regret, j'ai vécu selon les attentes du monde. Peu de prisons possèdent des barreaux invisibles. Pourtant, certaines sont si puissantes que des êtres humains y passent toute leur vie sans remarquer qu'ils sont enfermés. Cette prison porte plusieurs noms, le regard des autres, le besoin de reconnaissance, la peur du jugement ou encore la quête du statut social. Elle ne ressemble pas à une contrainte, elle ressemble à un rêve si séduisant qu'il finit parfois par remplacer la voix profonde de l'âme. Tout commence souvent très tôt. L'enfant découvre qu'il reçoit davantage d'approbation lorsqu'il réussit, lorsqu'il répond aux attentes, lorsqu'il correspond à l'image que les autres espèrent voir. Peu à peu, une idée s'installe. Être aimé exige peut-être de devenir quelqu'un de particulier. Plus tard, cette croyance accompagne l'adulte dans ses choix. Elle influence sa carrière, ses ambitions et parfois même sa définition du bonheur.
Beaucoup de dirigeants poursuivent alors une image autant qu'un objectif. Ils veulent réussir, mais ils veulent aussi être vus comme des personnes qui réussissent. La différence paraît subtile. Pourtant, elle change tout. Car à partir de cet instant, les décisions ne sont plus guidées uniquement par ce qui a du sens. Elles sont également guidées par ce qui impressionne. Une maison plus grande, une voiture plus prestigieuse, une position plus élevée, une entreprise plus visible. Chaque réussite apporte son lot d'admiration. Chaque victoire nourrit momentanément le besoin de validation. Mais cette satisfaction possède une nature étrange. Elle disparaît rapidement. Une fois atteinte, la reconnaissance d'aujourd'hui devient la normalité de demain. Il faut alors chercher davantage, encore plus haut, encore plus loin. Une course silencieuse commence. Le problème n'est pas que le monde admire le succès. Le problème apparaît lorsque l'être humain commence à regarder sa propre vie à travers les yeux des autres. Il cesse alors de se demander ce qu'il désire réellement. Il se demande ce qui sera applaudi. Il ne cherche plus seulement à vivre, il cherche à correspondre à une image. Les années passent ainsi. Certains construisent des existences impressionnantes vues de l'extérieur. Pourtant, derrière les apparences, une fatigue particulière s'installe. Non la fatigue du travail, mais celle de devoir continuellement maintenir un personnage. Car plus l'image grandit, plus elle exige d'énergie, plus le statut devient important, plus la peur de le perdre augmente. Face à la fin de leur vie, beaucoup découvrent avec étonnement que les attentes du monde changent constamment. Les tendances passent, les modes évoluent, les admirateurs se tournent vers d'autres figures. Les succès qui semblaient essentiels perdent progressivement leur éclat. Ce qui paraissait si important devient soudainement secondaire. Une question surgit alors avec une force désarmante. Ai-je vécu ma propre vie ou celle que les autres attendaient de moi? Cette interrogation possède parfois le pouvoir de traverser des décennies d'illusions. Certains réalisent qu'ils ont poursuivi des objectifs qui ne leur appartenaient pas vraiment. Ils ont choisi certaines routes parce qu'elles semblaient admirables. Ils ont sacrifié certains rêves parce qu'ils semblaient moins prestigieux. Ils ont porté des masques si longtemps qu'ils ont fini par oublier leur propre visage. La vérité la plus mystérieuse est peut-être celle-ci. Le monde ne peut jamais répondre définitivement aux besoins de reconnaissance. Même les personnes les plus admirées finissent par ressentir un manque lorsque leur valeur dépend uniquement du regard extérieur. Car aucune approbation n'est assez durable pour combler une absence intérieure. Au crépuscule de l'existence, les distinctions sociales perdent leur pouvoir. Les titres deviennent silencieux, les trophées deviennent immobiles, les classements disparaissent. Il reste alors quelque chose de plus profond, la relation que l'on entretient avec soi-même. Cette rencontre ne peut être évitée. Elle attend patiemment derrière toutes les réussites et tous les rôles. Le 5e regret naît lorsque l'on comprend que l'on a passé des années à satisfaire les attentes du monde tout en négligeant les appels discrets de son propre cœur. Lorsque l'on réalise que la véritable liberté n'était pas de devenir quelqu'un d'admiré, mais de devenir pleinement soi-même. Et face aux dernières heures, beaucoup découvrent que l'opinion des autres, autrefois si importante, pèse finalement beaucoup moins que la paix d'avoir vécu en accord avec sa propre vérité. Le 6e regret. J'ai attendu le bon moment pour vivre. Peu d'illusions sont aussi puissantes que celles d'heures plus tard. Elle accompagne l'être humain avec une voix douce et rassurante. Elle promet que le bonheur viendra après le prochain objectif, après le prochain contrat, après la prochaine promotion, après la prochaine étape. Elle ne dit jamais non à nos rêves. Elle demande simplement d'attendre encore un peu, puis encore un peu, puis encore quelques années.
Beaucoup de dirigeants construisent leur existence autour de cette promesse silencieuse. Ils travaillent aujourd'hui pour vivre demain. Ils repoussent certains désirs en pensant qu'ils auront davantage de temps plus tard. Ils reportent les voyages qui les appellent, les passions qui les inspirent, les rencontres qui les nourrissent. Chaque renoncement paraît raisonnable lorsqu'il est présenté comme un sacrifice temporaire. Pourtant, ce qui devait être provisoire devient parfois un mode de vie. Le futur finit alors par ressembler à un coffre imaginaire où l'on dépose tout ce qui compte vraiment. La joie est remise à plus tard. Le repos est remis à plus tard. Les rêves sont remis à plus tard. Même certaines paroles importantes attendent un moment plus favorable. L'existence devient une salle d'attente où l'on prépare sans cesse une vie qui semble toujours commencer demain. Une étrange contradiction apparaît pourtant. Les années avancent, mais ce fameux moment parfait ne se présente jamais. Chaque problème résolu est remplacé par un autre. Chaque sommet atteint révèle un nouvel horizon. Les responsabilités changent de forme mais ne disparaissent pas. L'esprit continue alors de croire que la véritable vie commencera après la prochaine étape, sans remarquer que cette étape se déplace constamment. Face à la fin de leur parcours, beaucoup regardent derrière eux avec une lucidité bouleversante. Ils découvrent que certaines choses n'ont pas été perdues par manque de moyens ou de courage. Elles ont été perdues parce qu'elles ont été continuellement reportées. Le livre qu'ils voulaient écrire, le lieu qu'ils rêvaient de visiter, l'amitié qu'ils souhaitaient retrouver, le talent qu'ils voulaient développer. Toutes ces possibilités sont restées enfermées dans un avenir imaginaire qui n'a jamais ouvert ses portes. Le temps possède une nature mystérieuse. Lorsqu'on est jeune, il ressemble à une immense réserve. Chaque année semble interchangeable avec la suivante. Puis, sans prévenir, quelque chose change. Les saisons accélèrent. Les décennies paraissent plus courtes. Les souvenirs se multiplient tandis que l'horizon se rapproche. Ce qui semblait infini révèle soudainement ses limites. Nombreux sont ceux qui découvrent alors une vérité dérangeante. La vie n'attend pas que nous soyons prêts pour commencer. Elle se déroule pendant nos préparatifs. Elle avance pendant nos hésitations. Elle continue pendant que nous élaborons les conditions idéales pour enfin vivre pleinement. Le plus troublant est que le bonheur reporté finit souvent par perdre son visage. À force d'être déplacé vers le futur, il devient une abstraction, une idée, une promesse, plus un moment réel. Beaucoup réalisent qu'ils ont passé des années à construire les circonstances parfaites sans habiter véritablement les journées qui leur étaient offertes. Certaines personnes atteignent tous leurs objectifs financiers et découvrent malgré tout une sensation de vide. Non parce qu'elles ont échoué, mais parce qu'elles ont passé tant de temps à poursuivre demain qu'elles ont oublié aujourd'hui. Elles ont préparé l'existence avec une grande discipline, mais elles l'ont parfois vécue avec retard. À l'approche des derniers instants, une question revient souvent. Pourquoi ai-je cru que j'avais autant de temps ? Cette interrogation ne naît pas de la peur. Elle naît de la prise de conscience que la vie n'était pas située quelque part devant soi. Elle était présente dans chaque journée ordinaire, dans chaque occasion simple, dans chaque instant qui semblait trop banal pour être précieux. Le 6e regret apparaît lorsque l'on comprend que le bon moment n'était pas caché dans un futur lointain. Il traversait discrètement le présent depuis le début. Et tandis que l'esprit poursuivait une version idéale de demain, les années les plus vivantes passaient silencieusement, comme des visiteurs que l'on croyait pouvoir accueillir plus tard. Le 7e regret. J'ai oublié pourquoi j'avais commencé. Rares sont les entrepreneurs qui commencent leur aventure uniquement pour l'argent. Au commencement, quelque chose de plus vivant les anime. Une idée, une vision, un problème à résoudre, un désir de créer, une volonté de contribuer,
Une flamme intérieure difficile à expliquer, mais suffisamment puissante pour justifier les sacrifices, les risques et les longues années d'efforts. Les premiers jours possèdent une énergie particulière. Tout semble relié à un sens profond. Chaque obstacle renforce la détermination. Chaque progrès nourrit la conviction d'avancer vers quelque chose qui dépasse les simples bénéfices financiers. L'entreprise ressemble alors à une extension de l'âme. Elle porte les valeurs, les rêves et les aspirations de celui qui l'a créée. Puis, le temps passe. L'organisation grandit, les responsabilités se multiplient, les chiffres prennent davantage de place. Les investisseurs, les marchés, les objectifs trimestriels et les exigences de croissance s'invitent progressivement au centre de l'attention. Ce qui était autrefois une aventure devient une structure. Ce qui était un rêve devient un système. Cette transformation est souvent nécessaire. Une entreprise ne peut survivre sans discipline ni rentabilité. Pourtant, quelque chose de subtil peut se produire en chemin. La mission commence à s'effacer derrière les mécanismes destinés à la faire prospérer. L'argent, qui n'était au départ qu'un moyen, devient peu à peu une finalité. Les indicateurs remplacent l'inspiration. Les résultats remplacent le sens. Le changement n'arrive pas brutalement. Il avance lentement, presque invisiblement. Année après année, l'entrepreneur s'éloigne de la question qu'il avait mis en mouvement. Pourquoi ai-je commencé ? Cette interrogation disparaît sous les urgences quotidiennes. Elle est repoussée à plus tard, comme tant d'autres choses essentielles. Un jour pourtant, un étrange sentiment apparaît. Malgré le succès, malgré la croissance, malgré les récompenses, quelque chose semble manquer. Une forme de vide difficile à expliquer. L'entreprise fonctionne. Les chiffres sont bons. Les objectifs sont atteints. Mais l'enthousiasme des débuts n'est plus là. Certains décrivent cette sensation comme une déconnexion intérieure. Ils regardent ce qu'ils ont construit et éprouvent parfois l'impression de contempler l'œuvre d'un étranger. Le projet a continué de grandir, mais eux-mêmes n'ont pas grandi au même rythme. L'organisation a évolué, tandis que certaines parties de leur être sont restées en arrière, oubliées quelque part sur la route. Le paradoxe devient alors évident. Beaucoup ont créé leur entreprise pour obtenir davantage de liberté, de créativité ou de sens. Pourtant, ils se retrouvent parfois au service d'une machine devenue plus grande qu'eux. Chaque décision est dictée par les impératifs de croissance. Chaque année doit surpasser la précédente. La quête ne semble jamais s'achever. Face à leurs derniers jours, certains dirigeants comprennent que le véritable danger n'était pas l'échec. Le véritable danger était l'oubli. Oublier ce qui avait donné naissance à leur aventure. Oublier les valeurs qui guidaient leurs premiers pas. Oublier la raison profonde pour laquelle ils avaient accepté tant de risques. La vie possède une étrange manière de révéler les priorités authentiques. Lorsque l'horizon se rapproche, les bénéfices, les classements et les performances perdent une partie de leur pouvoir. Une autre question devient plus importante. Ce que j'ai construit reflétait-il réellement ce que j'étais ? Cette interrogation traverse souvent les dernières réflexions des bâtisseurs. Ils réalisent que la réussite extérieure n'a de véritable valeur que lorsqu'elle reste alignée avec une vérité intérieure. Sans cet alignement, même les plus grandes victoires peuvent produire une sensation de déracinement. Le 7e regret naît précisément à cet endroit. Lorsque l'on découvre que l'on a consacré tant d'énergie à développer son entreprise, que l'on a cessé de nourrir la vision qui lui avait donné naissance. Lorsque l'on comprend que la mission s'est dissoute dans les mécanismes du succès. Lorsque l'on réalise que l'argent a pris la place du sens. Et face au silence des derniers instants, beaucoup ne regrettent pas d'avoir rêvé grand. Ils regrettent d'avoir oublié le rêve lui-même. La solitude du sommet.
Peu de personnes parlent du silence qui accompagne parfois la réussite. De loin, le sommet semble lumineux. Il attire les regards, suscite l'admiration et nourrit les rêves de ceux qui regardent vers le haut. Pourtant, ceux qui y parviennent découvrent parfois une réalité plus complexe. Plus l'on monte, plus certains liens changent. Plus la position devient exceptionnelle. Plus il devient difficile de trouver des personnes capables de comprendre ce que l'on porte réellement. Au début de l'ascension, l'entrepreneur avance entouré d'amis, de partenaires et de compagnons de route. Les difficultés sont partagées, les espoirs sont communs. Puis, les années transforment les trajectoires. Certains s'éloignent, d'autres changent. Les relations deviennent parfois plus prudentes, plus ambiguës, plus intéressées aussi. Une question discrète commence alors à habiter l'esprit de nombreux dirigeants. Les personnes qui m'entourent sont-elles attachées à moi ou à ce que je représente? Cette interrogation ne produit pas seulement du doute. Elle crée une forme d'isolement intérieur. Même au milieu de nombreuses personnes, certains ressentent une solitude profonde. Ils disposent d'équipes, de collaborateurs et de contacts influents, mais peu d'espace où ils peuvent déposer leurs inquiétudes sans jouer un rôle. Le sommet exige souvent une image de force permanente. Or, l'être humain n'a pas été conçu pour porter un masque sans interruption. À mesure que le pouvoir grandit, les conversations sincères deviennent parfois plus rares. Les critiques diminuent, les compliments augmentent. Pourtant, cette situation n'apporte pas toujours du réconfort. Lorsqu'une personne n'entend plus la vérité, mais seulement ce que les autres pensent qu'elle veut entendre, elle risque progressivement de s'éloigner du réel. Face à la fin de leur existence, beaucoup de dirigeants reconnaissent que leurs plus grands moments de bonheur n'étaient pas liés aux périodes où ils étaient les plus puissants. Ils étaient liés aux périodes où ils étaient les plus connectés. Connectés à leur famille, à leurs amis, à leur mission ou simplement à eux-mêmes. La réussite leur avait offert de nombreuses possibilités, mais elle ne pouvait remplacer l'intimité authentique d'un lien humain sincère. Une vérité étrange apparaît alors. Le sommet n'est pas un lieu où l'on peut habiter seul très longtemps. L'être humain a besoin de partage, de compréhension et de proximité. Sans cela, même les plus grandes réussites peuvent résonner comme des victoires célébrées dans une salle vide. Puis vient ce que certains appellent intérieurement la dernière réunion. Aucun agenda ne la programme. Aucun assistant ne la prépare. Aucun compte-rendu n'en sera rédigé. Elle survient lorsque le bruit du monde commence à s'éloigner, lorsque les contrats, les chiffres et les objectifs perdent soudainement leur pouvoir. Une question remplace alors toutes les autres. Qu'est-ce qui a réellement compté? À cet instant, les priorités changent avec une rapidité déconcertante. Les négociations importantes deviennent des souvenirs. Les performances financières deviennent des statistiques. Les classements disparaissent dans le brouillard du passé. L'esprit se tourne vers autre chose. Il cherche les visages aimés, les moments de vérité, les actes de bonté, les traces laissées dans la vie des autres. C'est là que se révèle la véritable définition du succès. Pendant longtemps, beaucoup l'avaient mesuré à travers la croissance, la reconnaissance ou l'accumulation. Pourtant, au terme du voyage, une autre mesure apparaît. Elle ne demande pas combien l'on possédait. Elle demande ce que l'on a transmis. Elle ne demande pas combien de personnes nous connaissaient. Elle demande combien de personnes ont été profondément touchées par notre passage. Le véritable patrimoine n'est pas enfermé dans des comptes ou des bâtiments. Il vit dans les souvenirs, les valeurs et les transformations que nous laissons derrière nous. Une entreprise peut survivre quelques années ou quelques générations. Une action juste peut influencer des vies bien après notre départ. Une présence aimante peut continuer d'exister dans le cœur de ceux qui restent.
Ainsi se referme le cercle de nombreux dirigeants. Après avoir poursuivi la réussite sous toutes ses formes, ils découvrent finalement une vérité simple et pourtant immense. La vie n'est pas seulement ce que l'on construit autour de soi, elle est aussi ce que l'on construit à l'intérieur des autres. Et lorsque la dernière réunion s'achève dans le silence, cette richesse-là demeure souvent la seule qui conserve toute sa valeur. Ce qu'ils n'ont jamais regretté. Une étrange clarté apparaît lorsque la vie approche de son horizon final. Beaucoup de choses qui semblaient immenses rétrécissent soudainement. Les urgences perdent leur pouvoir. Les compétitions deviennent silencieuses. Les ambitions qui occupaient autrefois chaque pensée cessent d'impressionner. C'est dans cet espace particulier que Jonathan Mercier a observé une vérité récurrente auprès de nombreux dirigeants arrivés au terme de leur voyage. Personne ne regrettait de ne pas avoir travaillé davantage. Cette constatation revenait avec une régularité presque troublante. Des hommes et des femmes qui avaient consacré 40 ou 50 ans à construire des entreprises ne demandaient jamais quelques réunions supplémentaires. Aucun ne souhaitait retourner signer un contrat de plus. Aucun ne réclamait quelques heures de travail additionnelles pour améliorer un bilan financier déjà oublié par le temps. Personne ne regrettait non plus de ne pas avoir possédé un bureau plus grand, un titre plus prestigieux ou une réputation plus étendue. Ces symboles avaient occupé une place considérable durant leur ascension. Pourtant, face à la fin, ils perdaient une grande partie de leur importance, comme des décors de théâtre abandonnés après la représentation. Ce contraste révèle quelque chose de profond sur la nature humaine. Une grande partie de notre existence est parfois consacrée à poursuivre des objectifs qui paraissent essentiels, simplement parce que tout le monde les poursuit. Nous avançons dans des directions approuvées par la société sans toujours nous demander si elles correspondent réellement à ce que notre cœur cherche. Les derniers jours possèdent une qualité rare. Ils éliminent les illusions secondaires. Ils ne laissent subsister que l'essentiel. Jonathan Mercier en tira une leçon simple mais puissante. Vérifie régulièrement ce qui reçoit ton temps, car le temps est plus honnête que les intentions. Beaucoup de personnes affirment que leur famille est leur priorité, mais offrent leur énergie à d'autres choses. D'autres prétendent rechercher la paix intérieure tout en alimentant constamment l'agitation. Le temps révèle toujours ce qui compte réellement. Pour éviter de reproduire les mêmes erreurs, Jonathan proposait 5 garde-fous, non comme des règles rigides, mais comme des rappels destinés à empêcher l'être humain de s'éloigner de lui-même. Préserver des moments réservés à ceux que l'on aime. Respecter sa santé avant qu'elle ne réclame son dû. S'accorder des espaces de silence loin des écrans et des sollicitations permanentes. Interroger chaque journée sur sa véritable valeur. Écrire noir sur blanc ce qui compte profondément afin de ne pas l'oublier lorsque le bruit du monde devient trop fort. Ces pratiques paraissent modestes. Pourtant, elles possèdent une force particulière. Elles empêchent l'existence de dériver lentement vers des priorités choisies par habitude plutôt que par conviction. Vers la fin de son livre, Jonathan imagina une lettre adressée à celui qu'il avait été autrefois, non au dirigeant expérimenté, non à l'homme admiré, mais au jeune bâtisseur encore persuadé que le temps était inépuisable. Cette lettre ne contenait aucune stratégie d'affaires, aucun conseil financier, aucun secret de réussite. Elle parlait de choses infiniment plus simples. Elle rappelait que les années passent plus vite qu'on ne l'imagine, que certaines étreintes ne peuvent être reportées, que le regard d'un enfant change discrètement d'une saison à l'autre jusqu'au jour où l'enfance disparaît, que l'amour réclame de la présence bien davantage que des promesses, que la santé mérite d'être respectée avant d'être regrettée. La phrase la plus bouleversante n'était peut-être pas la plus complexe, c'était simplement celle-ci. Le reste n'est que du bruit. Face à la fin, beaucoup découvrent en effet
que leur vie était entourée d'un immense bruit. Le bruit des comparaisons, le bruit des attentes, le bruit des ambitions sans fin, le bruit des urgences qui prétendaient être indispensables. Derrière ce vacarme existait pourtant quelque chose de calme, de discret et de précieux. Les liens humains, les instants vécus pleinement, la paix intérieure, les souvenirs qui continuent de réchauffer le cœur lorsque tout le reste disparaît. Ainsi se termine l'avant-dernier enseignement de Jonathan Mercier. Une invitation à regarder sa propre vie avant que le temps ne le fasse à notre place. Car les regrets les plus lourds ne viennent pas toujours de ce que nous avons perdu. Ils viennent souvent de ce que nous avons négligé alors que cela était déjà entre nos mains. Au terme de ce voyage, une vérité simple apparaît derrière tous les succès, toutes les ambitions et toutes les conquêtes. Les dirigeants qui regardaient leur vie depuis leur dernière frontière ne regrettaient pas seulement certaines décisions. Ils regrettaient surtout d'avoir parfois oublié ce qui donnait un sens à leur passage sur Terre. Ils avaient appris à gagner des marchés, à diriger des équipes et à bâtir des empires. Mais la vie leur avait finalement enseigné une leçon plus profonde. La valeur d'une existence ne se mesure pas uniquement à ce que l'on accumule, mais à ce que l'on devient. L'argent peut offrir du confort. Le pouvoir peut ouvrir des portes. La reconnaissance peut flatter l'ego. Pourtant, aucune de ces choses ne remplace le temps partagé avec ceux que l'on aime, la paix d'un cœur en accord avec lui-même ou la satisfaction d'avoir vécu selon ses véritables valeurs. Peut-être que le succès n'est pas une montagne à conquérir, mais un équilibre à préserver. Peut-être qu'une vie réussie est celle où l'ambition avance sans écraser l'essentiel. Car lorsque les années s'effacent et que le silence approche, une seule question demeure réellement. Ai-je vécu de manière à laisser derrière moi plus d'amour, plus de lumière et plus de sens que je n'en ai trouvé en arrivant? Et si cette question devenait votre véritable définition du succès?